Bienvenue sur Inside News Review, l'émission qui vous invite à ouvrir l'esprit sur l'actualité congolaise au-delà des apparences. Le 4 décembre 2025, dans un bâtiment solennellement rebaptisé Institut Donald Trump pour la paix, le président américain a présidé une cérémonie historique aux côtés de Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les trois hommes ont signé ce que Washington a présenté comme un accord puissant et détaillé, censé mettre fin à 3 décennies de conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. 5 jours plus tard, le 9 décembre, la ville d'Uvira tombait aux mains du M23 soutenu par l'armée rwandaise, faisant au moins 74 morts civiles et 83 blessés selon les Nations Unies. 14 jours après cette signature qualifiée de grand miracle par Trump, un proche influent de la Maison-Blanche, Joseph Slavic Soto, s'exprimait publiquement pour la première fois sur la stratégie américaine réelle pour la région. Joseph Slavic Soto n'est pas un analyste ordinaire, fondateur du cabinet Scribe Strategies and Advisors, ancien de l'administration Bush-père à la Maison-Blanche, directeur de campagne pour Trump-Vance en Pennsylvanie lors de l'élection de 2024, il représente depuis 2022 le gouvernement congolais à Washington pour un contrat mensuel de $50 000. Son interview, diffusée par plusieurs médias congolais le 16 décembre 2025, révèle ce que les documents officiels ne disaient pas. Les failles béantes des accords, les conditions réelles d'une paix durable et surtout la nouvelle doctrine Trump pour l'Afrique. Cette analyse décortique point par point les révélations de Joseph Slavic et confronte ses déclarations aux réalités du terrain. Entre ce qui a été signé et ce qui se passe réellement dans l'est du Congo, entre les promesses de paix et l'escalade militaire, entre les engagements diplomatiques et les intérêts géopolitiques, quelle est la vérité sur le plan américain pour les Grands Lacs? Pour comprendre la portée des révélations de Joseph Slavic, il faut d'abord cerner l'homme et son réseau d'influence à Washington. Joseph Slavic Soto dirige Scribe Strategies and Advisors, un cabinet de lobbying qui conseille gouvernements et leaders politiques africains pour renforcer leur influence auprès du Congrès américain, de la Maison-Blanche et du département d'État. Son curriculum vitae révèle une trajectoire au cœur du pouvoir républicain. Analyste politique à la Maison-Blanche sous l'administration de George H.W. Bush père, il y a occupé des fonctions de liaison entre le Cabinet Affairs et le Legislative Affairs, des postes stratégiques qui connectent les décisions présidentielles au vote du Congrès. Plus récemment, lors de l'élection présidentielle de 2024, Slavic a dirigé la campagne Trump-Vance sur le terrain en Pennsylvanie, un État pivot que Trump a remporté avec 50,6% des voix et 19 votes électoraux décisifs. Cette victoire en Pennsylvanie n'était pas anodine. Cet État faisait partie des swing states qui ont basculé l'élection en faveur de Trump. Le rôle de Slavic dans cette victoire lui a valu une reconnaissance directe de la nouvelle administration. Je cite Joseph Slavic lui-même dans une interview accordée à Pan-African Visions en novembre 2024. I worked on the Trump-Vance campaign as a field director in the Commonwealth of Pennsylvania to help President Trump win. Mais l'influence de Slavic ne se limite pas à la sphère électorale. Son cabinet Scribe Strategy a signé des contrats de lobbying avec plusieurs pays africains. En mars 2022, le gouvernement de Félix Tshisekedi a engagé Scribe Strategy pour un contrat de $50 000 par mois, soit $600 000 sur 12 mois, spécifiquement pour obtenir le soutien américain face au Rwanda et au M23. Ce contrat enregistré auprès du Foreign Agents Registration Act, FARA, visait à engager l'administration Trump pour souligner l'importance stratégique que les ressources naturelles de la RDC jouent dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Au-delà de la RDC, Slavic a également représenté le Maroc avec un contrat de $75 000 par mois pour les 3 premiers mois, puis $60 000 pour les mois suivants, démarré le 28 juillet 2025. La Côte d'Ivoire et des figures de l'opposition tchadienne comme Succès Masra ont également fait appel à ses services. Cette diversité de clients révèle l'étendue de son réseau et sa capacité à naviguer entre intérêts concurrents. En 2025, Slavic a également travaillé sur le dossier sensible de la libération de citoyens américains détenus en RDC après une tentative de coup d'État manquée. Ce dossier témoigne de sa proximité avec les plus hauts niveaux de décision, tant à Kinshasa qu'à Washington. En mars 2025,
il s'est rendu personnellement à Kinshasa pour des discussions préliminaires entre l'administration Trump et le gouvernement congolais. Cette position d'intermédiaire privilégié entre Washington et plusieurs capitales africaines fait de Joseph Slavic Soto bien plus qu'un simple lobbyiste. Il est décrit comme l'un des consultants les plus influents à Washington pour les questions liées à l'Afrique et un lien stratégique important avec l'administration Trump. Lorsqu'il parle, c'est avec la légitimité de quelqu'un qui a contribué à porter Trump au pouvoir et qui entretient des relations directes avec les décideurs américains. Alors, quand cet homme s'exprime publiquement le 16 décembre 2025, 2 semaines après la signature des accords de Washington, pour révéler que ces accords souffrent de graves faiblesses dans les mécanismes d'application et d'un manque de responsabilité face aux violations, une question s'impose. Pourquoi un proche de Trump, payé par le gouvernement congolais, reconnaît-il publiquement l'échec d'un accord que le président américain a présenté comme un grand miracle? Cette reconnaissance publique des failles de l'accord soulève déjà des interrogations sur la nature même de cet accord et sur ce qui s'est réellement passé lors de la signature du 4 décembre. Pour y répondre, il faut revenir sur le contexte qui a mené à cette cérémonie et sur ce que l'accord contient vraiment. Le 1er décembre 2025, 3 jours avant la signature, le M23 lance une offensive depuis Kamanyola vers Uvira, tandis que des camions de soldats rwandais franchissent la frontière dès le 28 novembre, selon le ministre burundais des Affaires étrangères. L'ambassadeur américain Mike Waltz déclare au Conseil de sécurité que 5 000 à 7 000 soldats rwandais opèrent en RDC en décembre 2025, contre 3 000 à 4 000 estimés en avril par les experts de l'ONU. Lubarika tombe le 2 décembre, Luvangi le 3, Sange enregistre 36 morts le 8 décembre selon Reuters. Le 9 décembre au soir, les forces M23 et rwandaises entrent à Uvira après une semaine de combat, utilisant drones d'attaque, artillerie lourde et armes sophistiquées. Les forces rwandaises ont déployé des missiles solaires et de l'artillerie lourde en territoire congolais selon Waltz, leurs troupes étant colocalisées avec le M23 durant l'avancée. Le secrétaire d'État Marco Rubio qualifie ces actions de violation claire des accords de Washington le 14 décembre, affirmant que les États-Unis prendront des mesures pour garantir le respect des promesses. Quelle crédibilité accorder aux mécanismes de suivi quand l'escalade précède la signature? Slavic explique cette stratégie. C'est similaire à ce que Vladimir Poutine fait en Ukraine. Avancer et être agressif avant qu'un règlement négocié n'arrive. Le M23 et le Rwanda tentent vraiment d'avancer et d'utiliser leur position militaire comme levier dans les négociations. Si Washington reconnaît cette analogie tactique, pourquoi ne déploie-t-il pas les mêmes leviers de pression qu'en Ukraine? Slavic établit un lien direct entre intervention américaine et intérêt économique. Quand cette mine était fermée, l'administration Trump est intervenue explicitement pour dire au Rwanda et au M23 de se retirer de la zone. Le prix du lithium est redescendu, le cours d'Alpha Mine s'est stabilisé et on a vu le M23 battre retraite. Il évoque Walikali où Alpha Mine, entreprise américaine, exploite 10% de l'étain mondial. Le principe demeure factuel, l'intervention survient quand un intérêt économique américain direct est menacé, tandis que le seul bénéficiaire de l'instabilité au Congo, ce sont les Chinois. Trump annonce le 4 décembre des accords pour débloquer de nouvelles opportunités pour les États-Unis d'accéder aux minéraux critiques, incluant un mémorandum sur la sécurité avec la RDC. La région concentre coltan, tantal, lithium, niobium, cuivre, cobalt, germanium, essentiels à la fabrication d'avions de chasse, téléphones et batteries électriques. L'organe de l'ONU note qu'en 2024, bien que la RDC représente 40% de la production mondiale de coltan, des quantités substantielles sont acheminées illégalement vers le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, la majeure partie transitant par le Rwanda. La prise d'Uvira coupe une route stratégique de contrebande vers le Burundi, tout en positionnant le M23 sur un nœud économique majeur au bord du lac Tanganyika. Slavic révèle que le Congo produirait entre 600 000 et 800 000 barils de pétrole dans les 5 prochaines années. Pétrole onshore,
et offshore. La réalité exposée, le capital va là où il n'y a pas de résistance, l'instabilité faisant fuir les investisseurs occidentaux vers d'autres destinations. Comment une paix peut-elle émerger quand les mécanismes économiques récompensent structurellement l'instabilité? Slavik décrit ouvertement la tactique rwandaise. Utiliser des groupes armés comme mandataires pour défendre vos intérêts permet de déconnecter techniquement l'implication directe du Rwanda. Stratégie historiquement parlant très intelligente. Mais les États-Unis, les Britanniques et d'autres disposent de nombreuses informations de renseignement prouvant catégoriquement que les forces de défense rwandaises se sont intégrées au M23. Les données d'octobre 2025 estiment que le M23 aurait quadruplé ses troupes depuis début 2025, atteignant 22 000 combattants, la plus grande rébellion depuis la Deuxième Guerre du Congo. Les forces rwandaises représenteraient entre 18% et 32% des effectifs totaux, selon les estimations. L'ambassadeur Waltz confirme que Kigali exerce un contrôle stratégique sur le M23 et son aile politique, l'Alliance Fleuve Congo étant intimement impliquée dans la planification et l'exécution de la guerre. Le groupe d'experts de l'ONU note que les campagnes militaires du M23, accompagnées de structures administratives parallèles, reflètent un effort délibéré pour créer des zones autonomes possédant des cadres administratifs, judiciaires, fiscaux et sécuritaires fonctionnant comme un gouvernement alternatif. L'instrumentalisation des groupes armés ne crée pas l'anarchie, mais produit un ordre alternatif, structuré et fiscalement rentable pour ses architectes. Slavik établit une distinction fondamentale. Laurent-Désiré Kabila, comme Joseph Kabila, devait son arrivée au pouvoir à l'Ouganda et au Rwanda. Il y avait donc une sorte d'allégeance, une obligation. Mobutu a été chassé grâce au rôle décisif des Ougandais et Rwandais, l'Angola et le Zimbabwe maintenant ensuite les Kabila au pouvoir. Mais le président Tshisekedi n'a aucune obligation envers l'Ouganda ou le Rwanda. Il n'est redevable de rien. C'est une approche complètement différente. Durant 30 ans, le Rwanda et l'Ouganda jouaient des rôles importants sur le plan économique et sécuritaire dans l'Est, tandis que Kabila se concentrait sur le Katanga et les régions du Sud. Ils étaient autorisés à bénéficier économiquement des ressources du Congo, en partie de manière légitime et une bonne partie par la contrebande, le mandat des Kabila reposant réellement sur le soutien de l'Ouganda et du Rwanda en termes de sécurité. Tshisekedi arrive au pouvoir différemment par élection, sans obligation similaire envers le Rwanda. Cette dynamique positive initiale se brise selon Slavik à cause des tensions entre l'Ouganda et le Rwanda démarrant avec le général Kayihura, chef de police ougandais, accusé de collaborer avec des éléments rwandais dans l'assassinat de dissidents ougandais. Des troupes rwandaises et ougandaises se retrouvent face à la frontière, nécessitant une intervention américaine. Le Rwanda ferme ensuite la frontière, empêchant l'Ouganda d'accéder à Goma comme hub économique, tandis que les Congolais signent un accord permettant aux UPDF d'entrer en RDC pour poursuivre les ADF. Quand Kagame voit les UPDF s'installer profondément au Congo, cela sert de catalyseur pour rallumer ce qui se passe aujourd'hui. Si Tshisekedi ne doit rien au Rwanda, pourquoi le Rwanda continue-t-il d'exiger le même accès aux ressources que sous les Kabila? La réponse réside dans les 30 années de précédent. Le Rwanda considère probablement cet accès comme un droit acquis, non révocable. L'escalade actuelle est la confrontation structurelle entre souveraineté congolaise restaurée et prédation économique historiquement ancrée. Slavik affirme que les États-Unis ont un levier énorme dans la région des Grands Lacs. La question étant si les États-Unis ont la volonté politique d'imposer et d'exécuter leur pouvoir. Il cite Obama, ayant appelé Kagame dans le passé quand il jouait sur la limite, pour lui dire de reculer. La même chose peut se faire avec l'administration Trump. Trump, en fonction à peine un an, a accompli en Afrique ce que d'autres administrations n'ont pas accompli en 4 ans, selon Slavik, qui pense qu'en élevant ce conflit au niveau présidentiel, cela crée une responsabilité. Des réunions se tiennent à la Maison-Blanche au moment de l'interview pour déterminer la ligne de conduite face aux violations rwandaises. Si les États-Unis le veulent, ils peuvent rendre la situation très difficile pour n'importe quel acteur,
en particulier pour le Rwanda, qui dépend fortement de l'assistance américaine. Les États-Unis ont fourni une assistance substantielle au Rwanda au fil des décennies. Et en 2024, le département d'État a désigné le M23 comme force soutenue par le Rwanda et imposé des sanctions à des officiels rwandais et du M23. Slavik recommande que Washington déploie la technologie satellitaire ainsi que des drones pour surveiller les communications, les mouvements sur le champ de bataille, afin de tenir pour responsables ceux qui doivent l'être. Il cite Reagan, « Faites confiance, mais vérifiez », position qu'il attribue à Tshisekedi. Les capacités existent, puisque les États-Unis le font actuellement, il y a des moyens satellitaires déployés qui rapportent la situation. Si Washington surveille déjà en temps réel, pourquoi l'offensive du 1er décembre n'a-t-elle pas déclenché une réaction avant la signature du 4 décembre? L'écart temporel entre surveillance et réaction suggère soit une volonté politique insuffisante, soit une priorisation des intérêts économiques sur la protection des civils. Slavik explique l'importance stratégique d'Uvira. Les Rwandais soutiennent les Red Tabara, opposés au gouvernement du Burundi, au sein du M23, et en entrant à Uvira, vous coupez les lignes d'approvisionnement des troupes burundaises et congolaises opérant conjointement dans la région. Du point de vue logistique, c'est un mouvement très intelligent, permettant aux Red Tabara d'opérer à Uvira pour cibler Bujumbura. À partir de là, selon les mêmes schémas que Laurent Kabila, la route mènerait à Kalemi, au Katanga. Le Burundi a déployé plus de 10 000 soldats pour aider l'armée congolaise et ses alliés miliciens à combattre le M23. Le 9 décembre, le ministère burundais condamne une attaque rwandaise près de Cibitoke ayant blessé 2 personnes, dont un enfant de 12 ans, et ferme ses frontières alors que plus de 30 000 réfugiés fuient vers le Burundi. L'ambassadeur burundais à l'ONU avertit que la retenue a ses limites et que la continuation des attaques rendrait difficile d'éviter une confrontation directe entre les deux pays. Uvira se situe directement en face de Bujumbura et sert de quartier général intérimaire du Sud Kivu après que le M23 ait saisi Bukavu début 2025. La prise d'Uvira menace directement la sécurité burundaise et contrôle un point de pression majeur. Le déploiement de groupes comme les Red Tabara depuis Uvira vers Bujumbura transformerait le conflit congolais en guerre régionale impliquant directement 3 États, déclenchant probablement une réaction en chaîne avec l'Angola, le Zimbabwe, peut-être la Tanzanie. La signature du 4 décembre devait prévenir ce scénario. La chute d'Uvira, le 10 décembre, démontre l'échec préventif des accords de Washington. Slavik propose un changement structurel. Il doit y avoir un nouveau paradigme dans la région. La guerre et l'instabilité ont permis le pillage des ressources du Congo. Il y a eu un génocide majeur de la population bantoue au Congo. Un génocide moderne dont personne ne parle. Tout cela réellement à cause de l'exploitation économique. 2 options s'offrent, continuer avec l'instabilité, ce qui profite à la Chine, ou trouver un moyen d'avoir une intégration économique régionale. Le Rwanda possède une bonne infrastructure et on ne peut pas complètement nier que les Rwandais sont efficaces. Mais l'idée, c'est que s'ils dépensaient moins d'argent en armes et plus d'argent dans la construction des routes et des infrastructures, toute la région prospérerait. Goma est une ville qui tourne d'elle-même basée sur les affaires, démontrant les opportunités existantes. Ils doivent changer cette mentalité selon laquelle les armes sont la manière d'exploiter. Ça doit être les infrastructures des systèmes bancaires. Avec le temps, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et le Congo bénéficieront tous économiquement. Mais le modèle consistant à utiliser la violence depuis 30 ans, cela ne fonctionnera plus. Ce paradigme repose sur une intégration économique régionale avec complémentarité. Extraction congolaise, transformation et logistique rwandaise, investissements occidentaux. Mais cette vision suppose l'abandon des mécanismes prédatoires existants, alors que 30 années de contrebande et proxy warfare ont créé des réseaux, intérêts et fortunes structurellement opposés à toute stabilisation. Les accords de Washington se concentrent sur le retrait rwandais, le désarmement et la neutralisation des FDLR, sans aucune disposition sur l'intégration économique régionale, les infrastructures partagées ou la redistribution équitable des ressources.
Le génocide bantou évoqué représente un aspect rarement mentionné publiquement. Les conflits des Grands Lacs ont posé plus de 6 millions de morts selon diverses estimations historiques, incluant les 2 guerres du Congo entre 1996 et 2003. Slavik, lobbyiste représentant Kinshasa, établit un parallèle direct avec l'Holocauste. Un génocide comme il y en a eu lors de la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs. Cette qualification élève le conflit congolais au rang de crime contre l'humanité de première magnitude. Mais le silence relatif des capitales occidentales sur cette qualification suggère un malaise institutionnel face aux implications légales. Le 4 décembre 2025, Trump préside une cérémonie diplomatique et 6 jours après, 200 000 personnes fuient Uvira. Cette chronologie résume la distance entre diplomatie affichée et réalité militaire. Slavik révèle que l'intervention américaine survient principalement quand un intérêt économique américain direct est menacé. Alpha Mine à Walikali déclenche une réaction immédiate. Uvira tombe sans intervention préventive. Cette différence révèle la hiérarchie des priorités où les minéraux critiques justifient une action directe tandis que les 200 000 déplacés déclenchent des déclarations de préoccupation. Le nouveau paradigme proposé suppose l'abandon des mécanismes prédatoires vieux de 30 ans. Mais les accords de Washington ne prévoient aucun mécanisme d'intégration économique, aucune institution régionale de gouvernance partagée, aucun fonds de développement infrastructurel. Slavik affirme que Tshisekedi et Trump ont eu une interaction qui a dépassé toutes les attentes, avec une très bonne entente. Mais cette diplomatie personnalisée produit-elle des résultats structurels ou reproduit-elle le modèle où les relations entre dirigeants masquent la continuation des dynamiques prédatrices au niveau opérationnel? L'analyse révèle une vérité inconfortable. L'instabilité congolaise bénéficie au réseau économique illicite traversant Kigali, Kampala et Bujumbura, tandis que la stabilité bénéficierait aux investisseurs occidentaux cherchant des contrats légaux. La Chine accepte le risque. Les Occidentaux exigent la stabilité préalable, créant un paradoxe. Pas de stabilité sans investissements occidentaux massifs, pas d'investissement massif sans stabilité préalable. Le Rwanda propose une solution à ce paradoxe en contrôlant militairement les zones minières pour offrir la stabilité locale sous administration N23 rwandaise, permettant l'extraction efficace. Cette solution viole la souveraineté congolaise, mais satisfait les impératifs d'extraction. Washington fait face à un choix structurel, imposer le retrait rwandais total et risquer le chaos extractif bénéficiant à la Chine, ou tolérer une présence rwandaise déguisée garantissant l'accès occidental aux minéraux au prix de la souveraineté congolaise. Les accords de Washington tentent une voie médiane, mais 6 jours après la signature, Uvira tombe et le paradigme des 30 dernières années persiste. Les moyens de surveillance existent. Les leviers de pression sont disponibles. Les déclarations sont publiées, les réunions se tiennent, mais les civils continuent de fuir. Le président Kagame va pousser les limites, selon Slavik, et pourrait aller trop loin. Mais où se situe cette limite? Uvira ne la constituait apparemment pas. Sera-ce Bukavu, Goma, Kalemi au Katanga? Ou bien la limite ne sera-t-elle franchie que lorsqu'une mine américaine majeure sera directement menacée? Voilà qui conclut cette édition d'Inside News Review. Nous avons décortiqué l'interview de Joseph Slavik Soto, lobbyiste représentant la RDC à Washington et proche de l'administration Trump. Les faits documentés révèlent un écart persistant entre les mécanismes diplomatiques et les réalités militaires où la stabilité des Grands Lacs dépend moins des accords signés que de la hiérarchie des intérêts économiques. L'intégration économique régionale proposée comme nouveau paradigme reste absente des mécanismes institutionnels prévus et les 30 années de prédation ont créé des réseaux structurellement opposés à toute stabilisation. La question demeure ouverte. Washington dispose-t-il de la volonté politique nécessaire pour transformer la surveillance en action et les déclarations en conséquences tangibles? Continuez à suivre Inside News Review pour d'autres investigations qui décortiquent l'actualité congolaise avec rigueur et professionnalisme. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et partagez cette émission avec tous ceux qui souhaitent comprendre au-delà des apparences. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle investigation
qui éclairera d'autres aspects essentiels de l'actualité de notre pays. D'ici là, restez informés, restez critiques, restez engagés.